Pour la première fois depuis longtemps, je me remets sérieusement au top des films et séries de l'année et vous allez voir que c'est très personnel. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et ça y est, on y est, le top des films et des séries de l'année 2023. Évidemment, je n'ai pas tout vu, j'ai essentiellement vu des films, vous savez, que tout le monde a vu, des gros films, des films grand public. C'est-à-dire que je ne vais plus autant au cinéma que lors de mon adolescence. À cette époque-là, j'allais au cinéma tous les soirs. Tous les soirs, c'était mon rituel d'aller au cinéma. Mais aujourd'hui, c'est fini, c'est pour ça que j'insiste pour dire que ce top est vraiment très personnel. Voilà, n'attendez pas à voir une vraie critique Télérama très sérieuse. Et je précise, je vais tout compter. Donc les films de cinéma ou encore les films de streaming, les films d'animation 2D ou 3D. Et il en vient de même pour les séries, je vais également compter les nouvelles saisons. Mais encore une fois, je précise, cette année, j'ai eu beaucoup de mal à regarder des films et des séries en grand nombre. Surtout au niveau des séries, au bout d'un moment, je suis obligé de faire des choix. Et j'ajoute aussi que les livres de Napoléon que j'ai lus pour me cultiver avant la sortie du film officiel ont terminé ma vie sociale. Voilà, littéralement. Je n'avais plus de vie sociale pendant plus de 2 mois, si ce n'est 3 mois, et je ne suis pas certain de pouvoir recommencer ça. Autre chose que j'ajoute, c'est qu'en 2023, très peu de films ou même de séries ont réussi à me transcender. Voilà. Donc c'est un top des moins pires. Non, j'exagère. Il y a évidemment des films que j'ai adorés, mais je sais pas, aucun film ou série ne m'a véritablement marqué comme les années passées. Donc nous allons tranquillement commencer par les séries après les films. J'ajoute les séries que je n'ai pas vues. Des séries que j'avais prévu de voir, que je n'ai pas eu le temps de regarder. Il y a Vinland Saga saison 2. Pourquoi je n'ai pas vu cette série? Parce que je n'ai pas vu la première saison et ça me prend du temps de la commencer. From saison 2, même tarif, je n'ai pas vu la première saison donc je n'ai pas pu commencer la seconde. Foundation saison 2, exactement la même raison, j'avais commencé les 2 premiers épisodes il y a très longtemps, je crois que c'était pour faire une vidéo. Je n'ai jamais continué cette série. Je me suis dit que j'allais d'abord lire le livre, tout ça, mais en fait, je n'ai plus le temps de faire ça aujourd'hui. Baki Hanma saison 2, j'avais prévu de la voir, je ne l'ai pas regardé. Ragnarok saison 3, oui, j'avais prévu de voir cette saison, je ne l'ai pas terminée. Plutôt une série d'animation qui me faisait fortement envie que je n'ai pas regardé. What If saison 2 partie 1 que je n'ai pas commencé. Et pour finir, Berlin parce que c'est la dernière série de l'année, je n'ai pas eu le temps de la faire. Voilà, donc forcément, toutes ces séries ne seront pas rangées dans le classement, ça coule de source. Bref, le top des séries de l'année 2023, j'ai sélectionné 6 séries. C'est pas beaucoup, mais voilà, encore une fois, il y a eu beaucoup de déceptions. Je peux pas dire que j'ai pas regardé beaucoup de séries parce que je crois que ça se compte entre 10 ou 15 même séries que j'ai regardées durant 2023, sans compter les retards que j'ai dû rattraper par rapport aux autres années. Donc, en 6e position, nous avons, roulement de tambour, La Traque dans le sang. Une série que je n'avais absolument pas prévu de regarder, c'est juste comme ça, voilà, sur un coup de tête, je me suis dit, oh tiens voilà, ça me donne un petit peu envie. Bon, un truc sud-coréen. Je regarde. Au début, c'est pas dingue, mais là, je vois tous les symptômes d'une bonne série s'accomplir devant moi. C'est-à-dire que chaque épisode sera bien détaché de l'autre, bien différent, et on verra une évolution, mais incroyable. Vraiment incroyable au fur et à mesure des épisodes. C'est-à-dire qu'au départ, on peut penser à une sorte de comédie avec un petit peu de drame, un petit peu d'action. En fait, non. C'est carrément une série de mafieux plus pensée pour les ados. Voilà, je le dis clairement. Mais ça marche. Enfin, en tout cas, si toutes les séries pour ados étaient comme ça, ce serait incroyable. Le méchant est excellent. Vraiment, ce méchant est vraiment parfait. Mais surtout, ce que j'adore et ce qui prouve qu'une série est bien faite, c'est juste la comparaison qu'on peut faire par rapport au premier épisode. Si on compare le premier épisode et le dernier, ce n'est plus le même monde. Ce n'est plus du tout le même monde. Vraiment, série très lente par contre. Voilà, ça c'est le seul défaut, c'est parfois un peu soporifique. Mais il y a une telle maîtrise dans l'écriture, dans l'élaboration des personnages, même dans le jeu des acteurs. C'est une série sud-coréenne très intéressante qui mérite sa place en 6e position. En 5e position, attention, ça va en faire gueuler plus d'un, parce que tout le monde n'est pas d'accord. En 5e position, j'ai mis Le Continental. Voilà. Je suis désolé, pour moi c'est une excellente série. Une très grande surprise. Évidemment que ce n'est pas au niveau d'un gros film John Wick, mais pour le format série, c'est quand même impressionnant. Je pensais pas qu'on aurait autant de scènes d'action aussi impressionnantes. Surtout ce qui m'a surpris, c'est l'écriture. Le scénario évidemment n'est pas exceptionnel, mais les personnages sont tous très charismatiques.
Ils ont tous un caractère qui leur est propre. Il y a un truc qui m'a un petit peu dérangé. Voilà. Au début, ça ne m'avait pas sauté aux yeux. Maintenant, je le dis. Voilà. Allez, vous me connaissez. Évidemment, les personnages féminins dans cette série sont un petit peu trop pétés. Un petit peu trop beaucoup pétés. Voilà. Le fait que on place un personnage féminin au-dessus des hommes, comme leader, ça ne m'a pas dérangé. Enfin, surtout du côté des méchants, là, le personnage, la femme avec son masque, elle est extrêmement charismatique. J'ai adoré, même si c'est un peu n'importe quoi parce que, enfin, je vous dis rien quoi. Mais ça, y a pas de problème. Je veux dire, le problème c'est que tous les personnages féminins sont pétés au même niveau, et pour moi, ce n'est pas cohérent parce que du coup, par exemple, vous prenez la meuf là, avec la Renoir, avec son frère, avec sa coupe afro. Pour moi, ce duo aurait pu être extrêmement intéressant si, détachés, ils ne sont plus forts. Ce qui est le cas du mec. Le mec, seul, est faible, alors que la meuf, plusieurs fois, on la voit seule, en train de donner une démonstration de force où elle est surpétée. Et ce n'est pas cohérent. Enfin, pour moi, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'elle soit forte uniquement avec son frère. Donc voilà, il y a ça. Pareil, on voit une flic infiltrée, qui est un personnage que j'ai kiffé, mais elle est trop forte. Pourquoi? Enfin, le scénario n'avait pas besoin qu'elle soit aussi forte au corps à corps, au combat. En fait, tous les personnages féminins sont forts au corps à corps. Et pour moi, ce n'est pas intéressant. Enfin, c'est ça le problème, c'est que elles sont moins intéressantes que les hommes. Les hommes, eux, ne sont pas tous forts au corps à corps. Le personnage principal n'est pas fort au corps à corps. Voilà, le seul personnage principal qui est très fort aux arts martiaux, c'est le personnage du début, là, le frère, avec ses cheveux longs, qui est lui aussi très charismatique. Mais du coup, tous les autres ont une capacité différente qui les démarque. Alors que les meufs sont juste fortes. Et c'est insupportable. C'est dommage, quoi, parce qu'on est passé à côté de quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc voilà, voilà, on dit tout le temps que t'es obsédé par ça. Bah non, là vous avez la preuve qu'on aurait pu avoir un truc beaucoup plus intéressant si ils avaient mieux pensé leur personnage féminin. Voilà. Ensuite, 4e position, alors c'est un petit peu de la triche parce que la série n'est pas encore terminée, c'est Invincible, saison 2, partie 1. J'ai déjà fait une vidéo sur le premier épisode de la saison 2, je vous ai donné globalement mon avis sur la série. La série est incroyable, la série est... Voilà, et ça m'a spoilé la série, ça m'a encore spoilé la saison 2. Ça m'énerve. Alors, parce que s'il n'y avait pas ça, ça ne me spoilerait pas. C'est insupportable. Mais, série incroyable, et surtout que moi je pensais vraiment que la saison 2 allait partir sur un autre chemin. Et malgré le fait qu'au démarrage ça parte sur un autre chemin, je trouve ça surprenant de voir à quel niveau chaque épisode est différent et apporte un truc intéressant à raconter. Donc voilà, c'est une série très intéressante qui mérite sa place. 3e position, attention, ça va vous surprendre. Blue Eye Samurai, encore une série d'animation. Bah voilà, fallait être patient parce que oui, beaucoup de gens ont gueulé sur ma vidéo sur Shrek parce que je n'ai pas dit du bien de la série. C'est fou comment les gens ont sang chaud. Enfin, tu ne dis pas du bien. Enfin, je n'ai pas dit du mal de la série, mais c'est vrai que je n'ai pas dit du bien non plus. Voilà, je suis resté neutre pour vous garder la surprise du fait que oui, pour moi, Blue Eye Samurai est une série clairement qui mérite sa place dans les séries de l'année 2023. Pourquoi? Parce que c'est une série très à part. Parmi les séries d'animation que j'ai vues, elle est vraiment à part. Par contre, attention, je précise, l'addition va être un petit peu salée. L'addition va être salée parce que moi, je vous ai précisé dans ma vidéo sur Shrek que on nous impose un modèle des femmes qui se battent comme des hommes, enfin des femmes hommes, voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé l'exemple de la série Blue Eye Samurai, parce que voilà, même si, évidemment, c'est justifié dans l'histoire, et je l'ai marqué à l'écran, mais j'aurais dû me douter que les gens ne lisent pas l'écran. Enfin, les gens ne regardent pas l'écran quand ils écoutent une vidéo, parce que des fois, ils conduisent en écoutant, des fois, ils travaillent en écoutant, voilà, et du coup, forcément, ils ne regardent pas l'écran, mais à l'écran, j'ai marqué, je sais que le fait que la femme soit, en quelque sorte, un homme, fasse partie du concept de l'histoire. Je le sais, je ne suis pas abruti. Mais je donnais juste l'exemple que, encore une fois, on nous a créé une série avec ce modèle. Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que
en dehors de ça, c'est une série vraiment très intéressante. Mais je précise, l'addition va être salée parce que j'ai mis 4 épisodes à rentrer dedans. Je crois qu'il y en a 8, donc il a fallu la moitié de la saison pour que je rentre dedans. Pourquoi? Parce que je n'en peux plus. Voilà, c'est une série Netflix. Je n'en peux plus de ce format Girl Power. Les 4 premiers épisodes, c'est ça. C'est juste de la meuf badass trop stylée qui cartonne des mecs vraiment très facilement, ça, sans trop d'efforts. Ça m'a un peu saoulé. Son histoire ne m'a pas trop intéressé au démarrage. Surtout, ce qui m'a déçu, fallait vraiment que je surmonte mon deuil parce que je pensais que la série était japonaise à la base et je pensais que le personnage principal était un mec. Et quand ça démarre, déjà je vois au niveau des doublages sur Netflix que la VO c'est de la version anglaise et je me suis dit c'est pas japonais, en fait c'est américain. Bon, je sens qu'il y aura des petits messages occidentaux qui vont se placer, et purée, ça n'a pas manqué, parce que du coup, bah voilà, dès que le personnage principal se met à parler, je me dis en fait c'est une femme. D'accord, ça va être encore un truc de samouraï où le personnage principal est une femme et qui va devoir se battre pour montrer sa valeur et que voilà, on connaît. Et ensuite, à la fin, t'as le twist où t'apprends que c'est une femme, où tu vois le personnage à poil au cas où t'as pas compris. Mais sauf que tu le savais très bien parce que la voix, tu l'entends, que ce soit en VF ou en VO, tu vois que c'est une femme. Et jusqu'à la fin, ils vont faire « Oh ben c'est un homme !» Non, c'est une femme. C'est ça. Je sais qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que la voix masculine et la voix féminine, ce n'est pas pareil, voilà. Ça peut être différent selon les personnes. Je suis désolé, pour moi, il y a une voix masculine, une voix féminine. Ça s'entend, on n'est pas con. Voilà, voilà. Et pour le coup, bah, je l'ai entendu. Ensuite, en avançant de la série, je me suis dit, ah ouais, c'est très, très américain. C'est beaucoup plus américain que japonais, alors que ça se passe dans un Japon féodal, mais pourtant, il y a quand même ces mêmes codes de message à l'américaine qui me gonflent un petit peu, quoi. Voilà, je le dis. C'est-à-dire que la quasi-intégralité des hommes dans cette série sont des salauds! Sauf, évidemment, les handicapés, le manchot, l'aveugle, le bègue. Alors évidemment, j'exagère parce que vers la fin, ça commence un peu plus à se complexifier, mais de toute façon, ils n'ont pas le choix. Tu ne peux pas faire très longtemps, tu peux pas faire une série où tous les hommes sont des connards. Sur le long terme, au bout d'un moment, tu es obligé d'évoluer. Donc c'est ce qui se passe, et heureusement. Le méchant, évidemment, c'est le méchant chrétien de l'Ouest. Voilà. Le roux, évidemment, qui visiblement aime se prendre des trucs dans le cul, je n'ai pas trop compris cette scène. Avec le gros Jésus, au cas où t'as pas compris. Voilà. Excusez-moi, je suis encore grippé, parce que oui, j'ai monté ma vidéo sur Shrek en pleine grippe, j'ai souffert, là j'ai encore des petites toux, donc bon, ça commence à aller mieux. Donc voilà, je vais faire un effort. Donc voilà, méchant, très cliché, voilà, chrétien de l'Ouest, voilà... le blanc, voilà. De plus, dans cette série, il y a une nudité qui ne m'a pas paru spécialement nécessaire pour cela jouer à la Game of Thrones, avec beaucoup de scènes de cul, voilà. Et surtout, le coup fatal, c'est l'aspect grand méchant patriarcat qui commence vraiment à me sortir par les yeux. Comme je l'avais dit sur ma vidéo sur Castlevania Nocturne, Netflix est incapable aujourd'hui de raconter autre chose que ça. De raconter autre chose que les sujets à la mode, sur le patriarcat, sur l'antiracisme, sur le féminisme et j'en passe, sauf le Netflix asiatique. Voilà, eux ils sont à part, parce que là, ce n'est pas l'Occident. L'Occident a besoin de raconter voilà, ces méchants patriarcats. Waouh, quand j'ai vu ça, je pense que la série est parfaite pour les gens qui découvrent les séries d'animation, tout ça, voilà, qui regardent occasionnellement des séries. Et pour les gens comme moi qui sont habitués à voir ça, bah, c'est un peu pénible en fait, parce que je commence un peu à me lasser. Il y a plein de choses à raconter dans le Japon féodal. Prenez par exemple les 7 samouraïs, ça ne parle pas de grand méchant patriarcat, et pourtant, le film est très bien. Ce qui fait que j'ai détesté tout l'arc de la princesse, que j'appelle la princesse Ouin Ouin. Voilà. La princesse Ouin Ouin, c'est... Oh, on me force à avoir les dents noires. Oh, le patriarcat me force ça. Non mais déjà, on va se calmer un petit peu, parce que les dents noires, c'est juste du maquillage, au bout d'un jour ça part, il fallait régulièrement en mettre à l'époque pour que ça reste. Donc, calmons-nous, alors à moins que je me suis mal renseigné, mais les dents noires, c'est juste un signe de noblesse, un maquillage que même certains hommes faisaient, donc c'était absolument pas grave. Enfin là, c'est présenté comme si on forçait les femmes à faire ça, voilà, pour les humilier en quelque sorte, mais pas du tout, pas du tout. C'est quoi ça? Et sur Netflix, on fait tout le temps ça, quoi. Sur Netflix, par exemple, dans la série 1901, je sais plus là comment ça s'appelle, mais on nous fait croire que les robes ont été inventées pour que les femmes évitent de courir, pour que les hommes ne puissent les rattraper. Waouh, waouh, waouh. Mais calmez-vous, hein. Enfin, vraiment, calmez-vous un petit peu, hein. Tu sais ce qu'on dit? Que les hommes ont inventé
Les robes et les talons. Pour que les femmes puissent pas s'enfuir. Mais à part ça, parce que là vous devez vous dire, mais il défonce la série, qu'est-ce qu'il fait? Je croyais que c'était le numéro 3, cette série. Ok, je crois qu'il pleut, et c'est pour ça que quand un camion passe, ça fait un bruit pas possible. Voilà, donc j'improvise, hein, donc forcément je précise qu'il y a du bruit. Donc oui, cette série pour moi, c'est un amour-haine. Je suis obligé de préciser les points qui m'ont déstabilisé, mais maintenant, place aux points que j'ai adoré. J'ai adoré par exemple l'héroïne. Voilà, pour moi, elle est merveilleuse. C'est Mizu, je crois. Hein. C'est un personnage très complexe. Au début, j'ai eu du mal parce que voilà, girl power trop forte. Mais en fait non. C'est un personnage qui est bourré de faiblesses et qui veut avancer, qui veut trouver une rédemption parfois autre part que dans la vengeance. On sent que c'est vraiment le système qui l'a poussé à devenir comme ça. Vraiment, ça c'est très beau personnage, j'adore. J'ai adoré l'épopée en elle-même, son aventure. Par exemple, pour moi, le meilleur passage de la série, c'est sa montée en puissance lorsqu'elle commence à grimper dans les échelons dans le château. Je ne spoil pas évidemment, mais juste, ne serait-ce que la mise en scène par exemple, la mise en scène nous montre bien que la série est à part. C'est une mise en scène très particulière, avec de vraies idées créatives. Par exemple, quand justement dans ce fameux château, on a des scènes avec ce qui caricature des caméras de surveillance, sauf avec un mécanisme un petit peu à l'ancienne, un petit peu comme un genre de steampunk. Et en fait, on voit des loupiottes à base de miroirs, et sauf que au lieu de montrer juste des plans par plan, voilà, un petit peu comme des séries de merde du type, je crois que c'est Dragon's Dogma, qui est également une série en cel shading. Voilà, la série dégueulasse. Et dans tout ça, la réal est d'une platitude extrême et vraiment mais plus simpliste, tu meurs. Ça manque cruellement de créativité. Les choix de cadrage ne sont pas pertinents. Plan 1, plan 2, plan 3. Je me souviens à l'époque, je m'étais fait défoncer dans les commentaires pour avoir défoncé cette série, mais ces séries vraiment dégueulasses. Alors que là, on a le contre-exemple parfait, Blue Eye Samurai, qui, au lieu de se contenter de faire du plan 1, plan 2, plan 3, à la place, il fait ça. C'est complètement dingue, la mise en scène est ouf, vraiment c'est agréable, et surtout, ça m'a vraiment frustré parce que, vous savez, ça fait un moment que je vous parle d'une BD, ça fait longtemps que je voulais créer une BD avec une héroïne dedans, et en fait, cette héroïne, c'est la mienne, voilà, c'est ça que je voulais faire, et comme je vous le disais il y a pas longtemps, toutes les idées que j'avais en tête, au fur et à mesure, sont déjà repris par des réalisateurs, tout ça, et là, c'est pareil pour les BD, c'est les idées que j'avais dans cette BD, ont en majeure été repris dans cette série. Du coup voilà, ça me frustre, mais voilà, c'est une série plutôt impressionnante, également au niveau du sound design, bah oui, c'est important. Le sound design, c'est du cinéma. Voilà, si vous écoutez ça avec un casque, avec de bons haut-parleurs, franchement, on est dans une immersion, et il y a des bonnes basses parfois, il y a de bons bruitages, enfin c'est vraiment très impressionnant. Je pense que si cette série était sortie il y a 5 ans, j'aurais adoré par-dessus tout tous les défauts qui n'en sont pas vraiment d'ailleurs. Hein. C'est juste que c'est plus de la lassitude. Ce ne sont pas les défauts, c'est la lassitude. Mais il y a 5 ans, je n'avais pas encore cette lassitude et j'aurais vraiment adoré. Mais le fait de bosser très longtemps sur ma chaîne, d'examiner les séries et de constater que toutes les séries proposent à peu près les mêmes sujets, qui tournent très souvent autour du patriarcat, bah forcément, je commence un peu à me lasser, mais forcé de constater que ça sort du lot. Voilà, cette série est très spéciale. Donc voilà, maintenant nous arrivons en deuxième position, la saison finale de The Crown. The Crown, saison 6, série exceptionnelle de bout en bout. Alors attention, je précise que pour moi, la série est devenue un peu moins bonne de saison en saison. J'avais déjà parlé de ça il y a très longtemps dans une vidéo, pour dire que voilà, ça faisait partie de mes séries préférées. Le niveau d'acteur, c'est du 20 sur 20. Même la reconstitution historique, c'est du 19 sur 20. Allez hop, mais vraiment, les acteurs sont tous excellents. La mise en scène est incroyable, le choix des plans, et particulièrement dans ce final de saison 6, je trouve qu'ils ont bien choisi leur sujet pour conclure la série. C'est pas facile parce que forcément ça devenait un peu moins captivant à raconter
par rapport aux premières saisons qui étaient beaucoup plus proches de la guerre mondiale. On avait même des extraits de guerre mondiale avec des flashbacks, avec Churchill, c'était hyper intéressant. Mais plus on avançait, moins les sujets étaient captivants et forcément la série était moins intéressante à regarder. Pour moi, le plus gros coup de mou, ça a été la saison 5. Mais la saison 6, je trouve, remonte bien et parvient à conclure magistralement avec un hommage à la reine Elisabeth, qui n'est plus même également au prince Philippe. Voilà, il y a un hommage à cette monarchie qui est quelque chose de très respectueux. C'est vraiment, voilà, c'est ça. Ce que j'ai adoré, c'est que c'est vraiment le respect des traditions. C'est tout l'inverse d'une déconstruction. C'est au contraire, là, c'est la construction. Voilà, cette série, c'est la construction. Mention spéciale à l'épisode de Diana. Vous savez de quoi je parle. Incroyable, avec la performance, encore une fois, des acteurs qui fait monter la pression. Mention spéciale aussi à l'épisode de Margaret, qui m'a mis très mal à l'aise. J'étais pas bien, mais voilà, je m'en suis remis après. Donc voilà, The Crown, c'est très bien, mangez-en. Maintenant, avant de passer au numéro 1 du top de cette série, j'aimerais mentionner quelques séries qui ne sont pas dans le top, qui auraient pu l'être, malgré tout. Première mention, il y a la série Star Wars Vision saison 2. Oui, une série Star Wars qui a un visuel époustouflant. Bon. Je sais plus dans quelle vidéo je vous avais dit que... Alors encore une fois on va me dire que je suis obsédé par ça, mais en fait c'est eux qui sont obsédés. Mais tous les personnages principaux sont les femmes, tous les Jedi sont les femmes, les Sith sont les hommes, et ça se voit. Voilà, ça se voit. On va me dire que ouais, mais toi t'es misogyne aussi. Mais est-ce que c'est pas plutôt eux qui sont misandres? Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Ça se voit. Bref, et même quand un personnage masculin est mis au devant de la scène, c'est pour être épaulé par une fille. Voilà. Et c'est pour ça que dans ma vidéo sur Chewbacca, je vous avais dit que ouais, vous allez voir que Wonka, le film Wonka s'arrête pareil, voilà. Wonka il va être épaulé par une petite fille de couleur parce que c'est le progrès. Et au final, bah voilà, j'en ai parlé dans ma vidéo sur Wonka, c'était une grande surprise parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est juste ça que je demande. Je demande juste un petit peu de complexité, de nuance, et pas juste du méchants hommes versus gentilles femmes, parce que c'est pénible. Mais à part ça, Star Wars Vision est une série intéressante à regarder visuellement. Mais je ne l'ai pas rangée dans mon top. La série Silo n'est pas non plus dans mon top. Je la mentionne quand même parce que le premier épisode est tellement bon. Le problème, c'est que tous les autres épisodes ne parviennent pas à atteindre ce niveau, sauf peut-être le dernier, et encore je trouve que le dernier n'a pas ce côté mystérieux aussi approfondi, mais bon, il y a quand même un travail, un développement intéressant. Le problème, comme je l'avais dit également dans ma vidéo sur... Encore une fois, je me suis fait spoiler par ceci. Je me suis fait spoiler par Chewbacca. Et j'en peux plus. J'en ai marre de faire spoiler. Quand on voit un personnage white... Un homme qui plus est, lorsqu'on voit un homme blanc trop longtemps à l'écran, c'est soit pour qu'il crève, soit pour qu'il soit le traître. Voilà. Ou sinon, là, le traître repenti, le mec un peu mesquin, qui culpabilise. Putain, je me suis fait spoiler à cause de ça. Je me suis fait spoiler, c'est pénible. Voilà, quand on voit un personnage métis du côté des méchants, c'est parce qu'il y est forcé. Mais enfin bref, voilà, je suis obsédé. Écoutez, c'est comme ça. Nous avons ensuite la série One Piece que je n'ai pas rangé dans mon top. Faut pas déconner, hein. Donc là, c'est pour moi, je suis entre les deux. Je suis entre la déception et entre la surprise. Voilà, parce que le premier épisode, comme je l'avais expliqué, était vraiment une surprise. Je me suis dit, ah ouais, si c'est ça tout le reste, c'est parfait. Mais ce n'est pas comme ça tout le reste. Et comme je l'imaginais, les gens n'allaient retenir que le premier et le dernier épisode, parce que le dernier épisode, pour le coup, sort du lot, il est vraiment très fidèle, mais c'est tout quoi. Enfin, à part ça, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de faux raccords, il y a beaucoup de problèmes de maquillage qui pour moi m'ont sorti de la série. Pour d'autres, c'est OSEF, mais pour moi, c'est pas OSEF. C'est vraiment pas OSEF. Bref, j'ai déjà très longuement parlé de cette série en 2 vidéos. Voilà, je vous mets les liens. Mais je la mentionne quand même parce que voilà, ça sort un petit peu du lot. Dernière série que je mentionne, c'est la saison 2 de Loki. Voilà. La saison 2 de Loki, j'ai fait une vidéo où j'étais un petit peu dur. J'ai lu certains de mes commentaires, j'ai pris un peu de recul et je me suis rendu compte que
j'aurais peut-être pas dû être aussi sévère. J'ai mis beaucoup trop en avant les défauts parce qu'il y en a. Pour moi, il y a trop d'incohérences. Le problème, c'est que encore une fois, on arrive dans ce phénomène de la série qui va faire un premier épisode excellent, un dernier très bon, mais tout ce qui est au milieu, je suis désolé, il y a rien. Au milieu, c'est le vide, c'est le néant. Il y a beaucoup de remplissage. Et pour moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, on ne devrait pas valoriser une série comme ça. Mais c'est vrai que la série est très différente des autres Marvel. Il n'y a pas ces défauts insupportables qu'on voit tout le temps, vous savez, avec des acteurs très mauvais, des scénarios qui n'ont aucun sens. Le scénario n'a pas aucun sens, il y a juste des incohérences, mais les choix qu'on met en avant, on mérite qu'on les mentionne parce que ça prend du risque. La fin de la série prend des risques. J'aurais dû plus parler de ça. Donc voilà, je la mentionne, par contre, elle ne mérite clairement pas d'être au niveau du top. Voilà. Maintenant que j'ai fini la partie mention, je vais pouvoir passer au numéro 1 du classement des séries de l'année 2023. Attention, roulement de tambour, il s'agit de... Mask Girl. Mask Girl, une série que j'ai découvert sur le tas. J'ai lancé le premier épisode, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette série de fou? Qu'est-ce que c'est que cette série, mais vraiment... mais qui aborde des sujets qu'on n'aborde pas en Occident. C'est vraiment, dès le premier épisode, on rentre dedans direct. Voilà. Dès le second, on se dit, waouh, changement de personnage principal. Et c'est génial, parce que tu sens que le lore est ultra construit. C'est tout, là pour le coup, là, c'est l'inverse de Loki. Tout est cohérent. Vraiment, tout est cohérent. Par exemple, le personnage principal de l'épisode 2, c'est juste un figurant de l'épisode 1. Et quand tu revois l'épisode 1, tu te dis, oh putain, mais oui, c'est lui. D'accord, c'est super bien fait. Revoir cette série une seconde fois, c'est très intéressant à analyser. Et surtout, épisode 2 qui change complètement de ton parce qu'on passe d'une espèce de sitcom à quelque chose de beaucoup plus sinistre et lugubre. Et ensuite, on arrive à l'épisode 3 et ça change encore de personnage principal. Et là, attention, parce que le ton change radicalement. Le style, on passe, la série switch plusieurs styles, la comédie, au thriller lugubre, à l'horreur même, à l'action, voilà, au polar, à l'enquête, ça change tout le temps, et c'est pour ça que ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Moi, ça m'a plu, ça m'a accroché, et surtout, ce que j'ai adoré, mais c'est une série très très féministe si on veut. Voilà, c'est un féminisme intéressant, intelligent, bien écrit. Ce n'est que des femmes qui sont mises en avant. On montre les souffrances qu'elles traversent. Ce n'est pas du Blue Eye Samurai. Bon, je suis méchant, hein, mais c'est juste que voilà, là pour le coup, c'est fin, c'est poétique. La série n'a pas pour but de faire culpabiliser les hommes. Vous savez, ça a pour but de raconter une histoire que traversent les femmes, mais surtout le choix scénaristique raconté à travers ces femmes qui se battent entre elles. Voilà, on n'est pas sur le format débile de méchants hommes versus gentilles femmes. Non, c'est vraiment très complexe, très soigneux. Bon, bref, j'arrête d'en parler. Mask Girl, très bonne série, elle mérite sa place en numéro 1. Sud-coréenne, série sud-coréenne, encore une fois, les Sud-Coréens sont beaucoup trop forts. Même si, attention, je vous déconseille fortement de regarder les bandes annonces. Les bandes annonces sont complètement mensongères. On nous fait croire un genre de slasher, ce n'est pas un slasher, pas du tout, ça n'a rien à voir. Donc voilà, ne regardez pas les bandes annonces, lancez-vous directement dans le premier épisode. Nous arrivons maintenant à ce qui, je pense, vous intéresse le plus pour certains, le top des films 2023. Avant tout, comme pour les séries, je vais citer les films que je n'ai pas eu le temps de regarder. Jeanne du Barry, pas le temps. Voilà. Je voulais le voir pour voir un petit peu la tronche de Johnny Depp, essayer de parler français. Apparemment c'est un peu ridicule. Rien que pour ça je voulais voir, je n'ai pas eu le temps. Mystère à Venise, je n'ai pas vu le film précédent, donc voilà, je n'ai pas eu le temps non plus. Dogman, c'était pendant la période où je lisais les livres Napoléon, je n'ai pas eu le temps, et c'est pareil pour le film Le règne animal, que je n'ai pas vu. Voilà, pas le time, et pourtant il me donnait envie. Et d'ailleurs par rapport à Dogman, je pensais vraiment que ça allait être un élan pétard mouillé, peu connaissant de Luc Besson, et apparemment c'est son meilleur film, ça fait partie de ses meilleurs films depuis des années. J'ai un pote qui déteste Luc Besson qui a kiffé ce film, donc voilà, j'en regarderai dans mon coin. C'est dommage, hein, c'est dommage. Bon, bref. Donc voilà, nous arrivons maintenant au top 10. Oui, il y a 10 films que j'ai sélectionnés dans ce top, ça fait beaucoup. C'est une bonne nouvelle, hein, mine de rien. Je crois que pour les films de merde, il y en a peut-être plus. Oui, là, je vous réserve pas mal de surprises pour ce top-là, mais ça sera pour une autre vidéo. Donc, en 10e position, il y a
Voilà, encore une fois, c'est très personnel, je sais, ça va faire gueuler. Il y a Super Mario Bros. Le film. Oh, mais t'es un geek? T'es un geek? Oui. Oui, je suis un geek, voilà. Et pour moi, rien que la scène du chien, pour moi, ça mérite le top. Voilà, la scène du chien est énorme. Le film est un vrai respect aux gens qui connaissent Mario. C'est parfait. L'histoire est simple, pas besoin de plus. Les personnages sont attachants, ils ont une petite histoire à raconter. Là, c'est mignon, c'est dynamique, c'est rapide, c'est fin, c'est bien animé, c'est beau à regarder. Ah, je suis désolé, ce film mérite sa petite place. Là, sa toute petite place, juste pour dire merci, voilà. Merci Nintendo d'avoir permis ce film. Et je suis très content de voir que ça cartonne au box-office aux côtés de notre ami Barbie. En 9e position, nous avons Knock at the Cabin. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai dit à un de mes potes, fonce le voir, tête baissée, et ramène une 9. Oula, erreur. Ça n'a pas fait mouche. Malheureusement, ça n'a pas fait mouche. Et je sais que ce film a déçu beaucoup de gens. Notamment à cause de la fin, sur le fait qu'on fait un sous-entendu qui ne marche pas bien. Bref, j'avais parlé de ça dans la vidéo analyse sur ce film, et moi ça a été un choc, hein. Ce film, ça a été un véritable choc. Je m'attendais pas à une telle maîtrise, et en plus, vous me connaissez, hein, entre moi, mon amitié avec Chewbacca, je me suis dit, je savais à quoi m'attendre, je me suis dit ça va être horrible. Je vois le film, je lui dis waouh, mais c'est bien écrit en fait. Enfin, c'est beaucoup plus, c'est bien en fait, c'est vachement bien quoi. Les acteurs sont incroyables. Dave Bautista est incroyable. C'est quoi cet acteur de fou, ce colosse au cœur tendre. Mais vraiment rien que pour la forme, ce film mérite sa place dans le top 10. Donc voilà, ce film a déçu les gens. Moi j'ai adoré. C'est comme ça. 8e position, alors attention, je précise qu'il devait y avoir un autre film en 8e position, et à la dernière minute, je l'ai changé parce que j'ai vu un autre film à la place. À la toute dernière minute, je vous dirai de quel film il s'agit tout à l'heure là. Donc, en 8e position, j'ai mis La merveilleuse histoire de Henry Sugar, de Wes Anderson. Je ne suis pas spécialement fan de Wes Anderson, mais j'ai vu ce film, qui est un moyen métrage de 40 minutes. Je me suis dit, ok. Ça mérite sa place. Voilà, il mérite clairement sa place dans le top. C'est fin, c'est créatif, original. C'est rigolo aussi. Hein. Moi je trouve ça assez rigolo, mais surtout que c'est très proche de ce que racontait l'auteur qui les adapte. Donc je crois que c'est Roald Dahl qui a fait Charlie et la chocolaterie. C'est complètement proche de cet univers un petit peu fou. J'ai l'impression que Wes Anderson a vraiment compris comment aborder ça, adapté à l'écran. C'est vraiment, ce que j'adore avec ce mec, c'est qu'il nous montre qu'il existe des alternatives aux films, qu'on peut faire quelque chose de très différent des autres films grand public, gros blockbusters et j'en passe. Et là, on a la preuve formelle. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant à regarder. En 7e position, j'ai mis John Wick 4. Mais t'es un geek! T'es un geek! Oui, je suis un geek. Je suis un geek et j'ai adoré John Wick 4. Pour moi, c'est un grand spectacle. Un film qui dure longtemps. Je n'ai pas spécialement vu le temps passer. Hein. J'ai pris mon pied. Les scènes d'action sont incroyables. J'en ai rien à foutre de savoir que c'est pas. On aurait dû mettre un film d'auteur à la place. Non, je suis désolé. Pour moi, John Wick 4 mérite sa place. J'ai pris mon pied. Voilà. Donc voilà, très bon film. Mangez-en. 6e position, je mettrai The Fableman. Pourtant, je sais pas si ça se prononce comme ça. Est-ce que ça se prononce The Fablemans? The Fableman, ouais. Bref, ce film pour moi au démarrage a été un petit peu une déception parce que on nous a vendu ce film comme une sorte de biopic de l'histoire, de la création, de l'histoire de Spielberg. Un petit peu, il nous raconte son histoire à travers un personnage qui porte un autre nom. Et c'est intéressant à regarder, mais en fait moi j'étais un petit peu déçu au démarrage parce que je pensais vraiment qu'on allait voir les coulisses, qu'on allait comprendre un petit peu comment il faisait ses films, et en fait non, c'est juste un film basé sur l'histoire de la famille pendant l'enfance de Spielberg, en quelque sorte. Et donc ça a été un petit peu ma déception, mais après ça, avec du recul, je me rends compte quand même que ce film est très beau. Voilà, c'est très poignant, c'est très bien raconté, très bien écrit. Pour moi, c'est un quasi sans faute de raconter. En termes d'écriture pure, c'est un quasi sans faute. Il y a des idées de mise en scène très dignes de Spielberg qui n'a vraiment, il ne vieillit pas. Voilà, il fait partie de cette catégorie de réalisateurs
qui ne vieillit pas dans son talent. C'est un drame, voilà, c'est clairement un drame, et j'ai pris mon pied, j'ai passé un très bon moment. Donc, allez voir The Fabelman, ça vaut le coup. 5e position, j'ai mis Suzume, et non pas Suzume. Suzume, bon, j'ai déjà fait une vidéo dessus, voilà, moi j'ai kiffé. J'ai kiffé, même si je pense pas que ce soit le meilleur film de ce réalisateur qui avait fait Your Name et Les Enfants du Temps, je crois. Mais comme je l'ai expliqué au début de ma vidéo, il n'y a pas beaucoup de films qui m'ont transcendé à ce point. C'est pour ça que quand on compare à tous les autres films de l'année 2023, Suzume se démarque beaucoup, ne serait-ce que pour son visuel totalement incroyable, et même son idée scénaristique, le fait que le mec se transforme en chaise, c'est très rigolo. Moi j'ai adoré. Donc voilà, ce film c'est très mignon. Je l'ai même préféré au dernier Miyazaki, qui lui se voulait très expérimental, très détaché des autres. Malheureusement, ça ne m'a pas transcendé. Et je vois dans les commentaires de ma vidéo que c'est le cas de beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai préféré Suzume. C'est comme ça. En 4e position, nous avons The Whale. J'ai discuté de ce film avec beaucoup de gens, notamment avec un pote qui n'a pas aimé ce film. Je pensais vraiment être déçu. Et j'ai lancé le film. Je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ce n'est pas un film comme les autres. Voilà. Moi, ce que je veux, quand je regarde un film, c'est pas tout le temps voir la même chose. Vous savez, et c'est pour ça que j'étais lassé par rapport à Blue et Samurai. Il m'a fallu du temps pour rentrer dans la série parce que je vois tout le temps la même chose sur Netflix avec l'histoire autour du patriarcat. J'ai lancé ce film, je me suis dit, ah ouais, ce n'est clairement pas un film comme les autres. C'est le fait de faire d'un huis clos quelque chose d'aussi immersif et... Enfin, je sais pas comment c'est... Pour le coup, ce film a transcendé. Voilà. Il y a du corps dans ce film, sans mauvais jeu de mots. Il y a une ambiance, une atmosphère qui pèse dans ce format 4 tiers, je crois, très à la verticale, pour qu'on puisse voir l'aspect très impressionnant de Brandon Fraser, je crois, qui est d'une performance exceptionnelle dans ce film. Vraiment, le maquillage est top également. La petite... Alors, j'ai les notes sous les yeux parce que c'est important quand même. Sadie Sink qui joue dedans. Tout le monde dit que ouais, elle est insupportable, tout ça. Oui, évidemment qu'elle est insupportable, mais ça fait partie du film. C'est comme ça que ça a été écrit, ça a été pensé comme ça. Mais surtout, mais vraiment les gens, vraiment... On va en reparler, hein. On en reparlera peut-être pas dans cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi, mais... Sadie Sink. Mais quand je l'ai vue jouer... En plus, dans ce film, elle s'appelle Ellie. Mais c'est Ellie de The Last of Us. C'est elle, mais c'est à 100% elle. C'est à 100% elle. C'est un truc de dingue. Physiquement déjà, il y a un truc. Il y a ce regard très innocent, ses yeux très profonds, et le fait qu'elle s'énerve avec ce visage d'ange, c'est vraiment Ellie de The Last of Us. C'est vraiment Ellie de The Last of Us. J'ai l'impression que ça a été pour provoquer qu'elle s'appelle comme ça. Donc évidemment, c'est faux parce que c'est adapté d'une pièce de théâtre. Mais cette actrice, c'est incroyable, hein, vraiment, sa performance, et j'aurais adoré, j'aurais tué pour voir Ellie aux côtés de Pedro Pascal dans la série The Last of Us. Mais c'est elle qu'il fallait, c'est incroyable, incroyable. Bref, c'est la frustration, mais après, le fait qu'elle ne joue pas dans la série The Last of Us, ça fait qu'elle n'aurait pas joué dans ce film, qui pour moi est de meilleure facture. Donc voilà. Pour moi, j'ai vraiment apprécié ce film. Je pense vraiment qu'il mérite sa place dans ce top. Donc oui, c'est Darren Aronofsky, un réalisateur un petit peu boudé parfois, qui pour moi, il me déçoit rarement. Même les films que les gens n'aiment pas de lui, moi je les adore. Voilà, il a fait Mother. Les gens ont détesté Mother. Ça n'a pas de sens. Pourquoi Black Swan a été surcoté et pas Mother? Mother est un film incroyable, incroyable. J'adore ce film. Requiem for a Dream, bof. Ce Fountain, j'adore. Les gens n'aiment pas, j'adore. Noé, bof, j'aime pas trop. C'est un réal que j'aime beaucoup, mais est-ce que c'est lui qui a fait... Ouais, The Wrestler, je l'ai vu, je crois, je l'ai vu il y a 1 an. Quel chef-d'œuvre, vraiment. Les films comme ça, on montre les humains de près, l'humanité, enfin tout ce qu'il y a de plus beau dans l'humain, moi j'adore. C'est vraiment, c'est un film à voir. En 3e position, j'ai placé Sound of Freedom. Eh bien oui, je suis d'extrême droite. Ce film est génial, vraiment, ce film est très perçant, vraiment troublant. C'est très troublant, tu le vois ce film, t'es pas à l'aise. Je suis pas d'accord avec les gens qui disent que ça va pas assez loin. Non, pour moi c'est parfait. Je suis pas d'accord non plus avec les gens qui disent que oh c'est trop caricatural, c'est limite on dirait un dessin animé.
Alors, j'ai dit ça dans ma vidéo. Dans ma vidéo, j'ai dit que, ouais, j'avoue, c'est un petit peu caricatural. Surtout après avoir vu des séries comme Breaking Bad, qu'on s'appelle aussi Narco. Mais j'ai pris du recul. Je me suis dit, attends, mais Breaking Bad, mais c'est ultra caricatural. C'est ultra caricatural. Enfin, ça n'a pas de sens ce qu'on a dans la série. Donc voilà. Donc je suis pas d'accord. Bon, pour moi, Sound of Freedom est un très bon film. Les acteurs sont incroyables. Voilà, ils sont incroyables. J'ai déjà fait une critique complète dessus. Donc voilà, je vous renvoie à celle-ci. En deuxième position, et là je sais que ça va faire gueuler dans tous les sens. Attention, vous êtes prêts? Deuxième position, 3, 2, 1. Gran Turismo. Mais t'es un geek! T'es un geek! Oui. Oui, je suis un geek. Même si j'annonce, je n'ai joué à aucun jeu Gran Turismo. Et en fait, les gens qui rigolent quand je dis que ce film est génial, ce sont les gens qui n'ont pas vu le film. Voilà, parce que les gens doivent penser qu'il s'agit d'une adaptation un petit peu bidon du type Need for Speed. Sauf que non, clairement pas. En fait, ce film est adapté d'un fait réel sur une course qui a été faite par rapport au jeu Gran Turismo. Et je m'y attendais pas. Quand j'ai lancé le film, j'ai dit « Ah, ça va être ça !» Trop bien, trop bien. C'est Neil Blomkamp qui réalise le film, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui est un réalisateur que j'adorais à l'époque, qui avait fait District 9. Même si aucun des films qu'il a fait après n'a égalé ce premier film, Gran Turismo, pour moi, il arrive au niveau, hein, clairement. Il est clairement au niveau. Il est bien au-dessus des films précédents. Malheureusement, le film est passé inaperçu. Alors qu'il est merveilleux. Vraiment, ce film est merveilleux. C'est bourré de tension, c'est bourré de suspense, et les acteurs sont... J'ai envie de leur faire des câlins. Voilà, je veux faire des câlins aux acteurs, qui sont tellement incroyables. Alors, vous savez quoi? Je reprends mes notes, parce que ce film mérite qu'on cite 2-3 choses. Donc l'acteur principal, c'est Archie Madekwe, je sais pas si ça se prononce comme ça. Parfait, voilà. Un acteur parfait, qui joue son rôle à la perfection. Orlando Bloom, bon, il joue un rôle un petit peu osef, mais par contre, David Harbour... Oh là, oh, qu'est-ce qu'il est bon. Mention spéciale aussi à Jimon Honsung. Cet acteur n'a jamais l'opportunité de montrer le talent qu'il a, parce qu'il joue souvent dans des films d'action un petit peu bourrin, parce que c'est un cascadeur, hein, ce mec, mine de rien. Et dans ce film, pour une fois, il a l'occasion de se montrer vraiment. Et waouh, mec, mais tu m'as fait verser une larme, hein, vraiment. J'avais les yeux rouges à la fin. Donc voilà, c'est vraiment très grand film. Voilà, c'est très grand film d'action. Pourtant, je suis pas non plus spécialement fan de films de course. Mais en fait, c'est le même syndrome que les films de boxe. Les films de boxe, je n'ai jamais été spécialement fan. Et pourtant, quand on regarde Rocky, bah, on ne peut que kiffer. Voilà, c'est quand on regarde même le premier Creed, on ne peut que kiffer. Voilà, quand l'écriture est bien faite, quand les personnages sont bien écrits, moi, ça me va très bien. Voilà. Donc voilà, Gran Turismo, rien à foutre, deuxième position, n'en déplaise aux autres, j'ai kiffé. Avant de dévoiler le premier film de ce top des films de l'année 2023, j'aimerais mentionner à nouveau quelques films qui ne sont pas dans le top, mais qui auraient pu l'être. The Son n'est pas dans mon top des films de l'année 2023, parce que c'est un film un petit peu banal, mine de rien, un drame un peu classique. Je le mentionne quand même parce que Hugh Jackman est d'une performance exceptionnelle. Vraiment, c'est bravo mec. Bravo, GG, le mec voulait son Oscar, son prix ou je ne sais quoi. Je pense pas que ce sera possible parce que les Oscars sont très politisés. Mais ce film, quand même, il fait son taf. La réal, la mise en scène, c'est très propre, très clean. Ensuite, c'est pareil, ça continue. Ensuite, j'ai mentionné Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Évidemment, il n'est pas de mon top, parce que ce n'est pas un film de ouf non plus. Enfin, pour un blockbuster, ça sort du lot, et justement, pour un Marvel, pour moi, c'est clairement le Marvel qui sort le plus du lot depuis plusieurs années. C'est pour ça que je le mentionne, il y a du travail, mais avec du recul, j'étais extrêmement enthousiaste dans ma vidéo critique. J'ai vu la critique des autres, et c'est vrai qu'il a quand même beaucoup de défauts qui auraient dû être mentionnés, mais quand même, il mérite cette mention. Voilà. Pareil pour Spider-Man Across the Spider-Verse, pour moi il ne mérite pas spécifiquement la place du film de l'année, mais quand même il y a un travail. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo, pour moi tout se jugera pour la prochaine partie, parce que là c'est vraiment, on n'a que la première partie d'un demi-film, et pour moi tout dépendra de ce qui se passera après. Voilà. Si le reste est tout pourri, j'en doute très fortement, moi je pense que ça va être merveilleux,
Mais si le reste pourri, bon bah là, je serais un peu mitigé par rapport à la première partie qui finalement aurait mis en place tout un tas de choses qui n'auraient servi à rien. Mais encore une fois, j'en doute. Le film mérite quand même sa petite mention parce qu'il y a un travail assez sérieux, très respectueux, et puis voilà, ça raconte quelque chose. Ça veut construire quelque chose de différent sur le thème du multivers, bien plus intelligemment que tout ce que fait Marvel à côté dans les séries qui partent en couille, c'est bourré d'incohérences, alors que là pour le coup, c'est cohérent. Donc voilà. Je mentionne ce film, tout comme je mentionne Ninja Turtles Teenage Years. Eh, t'as vu Eh, écologie. Vegan. Je suis vegan. Inclusivité. Ouais, t'as vu, oui. Logo LGBT, tout ça, ouais. T'as vu l'attaque des Titans, hein? Et puis oui, et puis Power Rangers, mais à part ça, visuellement, c'est tellement original que ça mérite d'être mentionné. J'ai vu le film en VF, j'ai adoré le doublage de Splinter. J'avais peur que ce soit un vieux crouton dans ce film, vu qu'on met l'accent sur l'aspect très humoristique, où on veut un petit peu déconstruire l'univers de Tortue Ninja, mais au final non, sur le fond il y a quelque chose de très respectueux. Donc voilà, ça mérite sa petite mention. Je mentionne également Beau is Afraid. Bon, je partage à peu près le même avis que beaucoup de gens. C'est-à-dire que les 40 premières minutes sont incroyables. C'est fou. Et vraiment, quand j'ai lancé le film, jusqu'à ces 40 minutes, j'étais scotché sur mon fauteuil. J'étais là en train de me dire, mais c'est dingue, ce film est dingue. Si c'est ça tout le reste, c'est merveilleux. Sauf que non, après ça part sur du psychologique, psychédélique, expérimental, c'est très lent, il se passe rien, et puis même, on a compris au bout d'un moment, on a compris que le personnage s'en prend plein la gueule, que voilà, il y a tout un truc sur la mer, puis évidemment, il faut que ça parte en couille sur la fin, avec les easy, tout le bordel. Voilà, pour moi ça a été un petit peu une déception, mais je mentionne parce que voilà, il y a quand même un petit travail. Joaquin Phoenix est intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand tu vois le film Napoléon, tu dis ah mais en fait, il ne sait faire que ça. Il ne sait jouer que des personnages un petit peu bloqués dans leur enfance. Comme Joker. Joker, c'est un personnage bloqué dans son enfance. Voilà, Beau is Afraid, c'est un personnage bloqué dans son enfance. Napoléon, il a voulu faire pareil pour Napoléon. Ça ne marche pas. Je mentionne Mission Impossible 7. Pour moi, c'est le film d'action de l'année. Ce n'est pas le film de l'année. Par contre, c'est le film d'action avec les meilleures cascades, un Tom Cruise qui n'en a rien à foutre de la déconstruction. Malheureusement, le box-office n'a pas parlé parce que Oppenheimer et Barbie l'ont masqué. Mais si ces deux films n'étaient pas sortis à ce moment-là, je suis sûr et certain que Mission Impossible 7 aurait fait un très bon score. Je mentionne également Anatomie d'une chute. Je l'ai vu une première fois, je me suis endormi. Je l'ai revu pour ne pas être de mauvaise foi. Et la seconde fois, je me suis dit, ah oui, en effet, c'est mieux. C'est beaucoup mieux, c'est intéressant. En fait, c'est un film avec une écriture parfaite. Voilà. Il n'y a aucun défaut que je peux reprocher à ce film en termes d'écriture. Les personnages sont ultra nuancés. Tu comprends, par exemple, l'engueulade qu'il y a entre les parents qu'on voit durant le film, c'est une engueulade tellement bien écrite. On n'a pas un personnage qui a plus raison que l'autre. Tu comprends pourquoi chacun s'énerve. C'est très bien fait. Les acteurs sont parfaits. Y compris ce juge, même si je n'ai pas compris pourquoi il est aussi méchant. Je vois beaucoup de mèmes sur internet, sur Twitter, le plus gros fils de pute de l'année. Je ne comprends pas pourquoi ce mec est aussi méchant, mais voilà, ce film est intéressant à regarder. Après, je trouve que les gens encensent un petit peu. Voilà, je me demande s'il n'y a pas des petits... Bref, et bref, je le mentionne quand même, tout comme je mentionne The Killer, parce que c'est du Fincher. Voilà, ça envoie au niveau de la réal, c'est parfait. Les acteurs sont parfaits. Fassbender est très très bon, mais pour la première fois après avoir vu un Fincher, je me suis dit, eh bien, aussi vite vu, aussi vite oublié. Voilà, je l'ai vu, voilà, c'est fini. Ça raconte des choses, hein, c'est intéressant, mais enfin surtout ce qui est intéressant, c'est que je pensais que le film allait dans le cliché du tueur, vous savez qui se la pèse. Enfin, après le long monologue du départ, on s'attend à ce qu'il fasse mouche, et en fait non, on nous présente la facette d'un tueur parfait qui, pour une fois, va devoir apprendre de ses erreurs. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant, mais ça ne m'a pas plus marqué pour autant. C'est pour ça qu'il n'est pas dans mon top. Pareil pour Oppenheimer, il n'est pas dans mon top, malheureusement pour lui, parce que voilà, j'ai fait ma critique dessus, je n'ai pas changé d'avis. Je vois des gens s'énerver sur TweetWee,
parce que il y a quelqu'un qui a partagé la scène de sexe, vous savez, dans la réunion, jugeant cette scène complètement inutile. Et apparemment, si tu oses dire que cette scène est inutile, ce que j'avais dit dans ma critique, eh bien tu n'es pas cinéphile. Voilà. Tu n'as rien compris au cinéma. Ah bon? Ah bon? Bah je suis désolé mais j'insiste, hein, pour moi cette scène est cringe de ouf, elle est inutile. Ça n'apporte rien, ça fait juste plus, je me la pète en termes de réal. C'est très rare que Nolan met en scène du sexe, et ça se voit, parce que il n'est pas habitué, ce n'est pas ce que je retiens de lui en tout cas. Mais ce film dégage quand même du talent, il est très différent de ce que j'ai vu cette année. Malheureusement, il n'a pas transcendé parce que après la première partie, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas été happé par toute la partie autour du procès. Parce que passer de l'enjeu autour des bombes atomiques à celui du procès d'Oppenheimer, bah, c'est pas intéressant. En fait, ça aurait été parfait en guise de conclusion, placé sur une demi-heure. Sauf que là, ça dure 1h30, je crois. Enfin, je sais plus, enfin, ça dure mais très longtemps, beaucoup trop longtemps. Et ensuite, le film. Attention, ce film aurait dû être en 8e position. Je l'ai déplacé à la dernière minute pour le remplacer par Henry Sugar, hein, comme je vous l'ai expliqué. Ce film, c'est Babylone. Voilà. J'ai vu Babylone et très honnêtement, j'ai passé un super moment. Je n'ai pas vu une seconde le temps passer. Alors que le film est très long, vraiment ça passe à toute allure. Ce réal, je l'adore notamment pour Whiplash. Je n'ai pas aimé La La Land, je suis le seul. Et pour le coup, je préfère très largement Babylone, même si vraiment il n'est pas sans défaut. Il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé dans ce film en fait, pour dire vrai. Déjà l'aspect quota, tout le bordel, qui n'ont aucun sens dans ce film, voilà, parce que j'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo sur Chewbacca, hein, évidemment, mais le fait qu'on a du quota un petit peu déplacé, notamment avec le personnage asiatique qui ne sert qu'à être asiatique et cocher une case, voilà, pour cocher la case lesbienne, c'est... Enfin, ce film serait sorti il y a 5 ans, mais évidemment qu'il ne serait pas comme ça, évidemment. Et en plus de ça, on nous fait la morale sur une scène avec le ouin-ouin, je suis noir, cette société est cruelle pour moi, regardez, on me force à mettre du fusain sur la figure, et on me force à me ridiculiser en tant que noir. Ok, c'est une scène assez émouvante, parce que tu te dis, tu mets à la place du mec, tu te dis waouh, il fait ça, il se sacrifie pour que les autres ne perdent pas leur job. Mais il y a un problème, c'est que juste avant dans le film, on voit Brad Pitt bourré embrasser une princesse noire dans un film moyenâgeux en noir et blanc. Donc le film est censé être moyenâgeux, on a une princesse noire, donc finalement bah il est quand même vachement ouvert ce monde. Il est vachement inclusif, mine de rien, non? Enfin, à force de mettre du quota comme ça, tu peux pas réfléchir un petit peu? Pourquoi tu fais la morale sur le fait que les noirs ont eu du mal à avoir leur place à l'écran, alors que juste avant, tu mets une femme métisse, je crois, en avant à l'écran, gratis, dans un film moyenâgeux, alors qu'à l'époque, c'était évidemment pas possible. Pareil, dans ce film, on nous montre une réalisatrice femme. Alors, je suis pas assez cultivé sur le sujet, hein. Je sais que la femme de Hitchcock a réalisé des films, parfois le remplaçait, quand il était malade par exemple, je me trompe peut-être, hein. Mais c'est très souvent l'homme qui prenait la relève par-dessus, puis enfin, les femmes étaient très souvent masquées, et là pourtant on voit une réalisatrice femme, et je me dis bah ça va en fait, l'univers est vachement inclusif, très ouvert. Ah bref, ça m'a beaucoup fait sourire, et surtout, ce qui m'a fait sourire, c'est l'aspect je me prends pas pour de la merde. Voilà, c'est à la fin on a tout un truc sur l'évolution du cinéma. Waouh! Et puis le mec à la fin il se place en tout dernier film, autrement dit, bah c'est le film ultime. Ouais, Babylone c'est le film ultime. Bah calme-toi un petit peu mon grand quand même. Je trouve que parfois le film en fait un tout petit peu trop. Mais quand même, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, la réal est très bonne. C'est quoi ce délire avec le pipi, le caca, le vomi? Margot Robbie, son vomi, c'est... Je ne pense pas qu'elle décrochera un Oscar pour ça. Voilà. On verra bien. Bref, maintenant, nous allons pouvoir passer au top 1 de cette liste de films 2023. Le numéro 1 est... Mon tambour... Killers of the Flower Moon. Bon, c'est un petit peu cliché, c'est un petit peu facile, je sais, mais écoutez, c'est du Scorsese, c'est
Ah, j'aimerais pouvoir dire que c'est parfait, mais c'est pas le cas. Le film n'est pas parfait, mais comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, aucun film ne m'a vraiment transcendé cette année. Et si je devais quand même en placer un au-dessus de tout, ben c'est bien celui-là, quoi. Parce que voilà, il y a la réal de Scorsese qui est d'une perfection, mais vraiment on te caresse les yeux. Ce film nous caresse les yeux. Les acteurs sont exceptionnels, comme souvent dans les films que j'ai cités dans cette liste. Mais là vraiment, cette jeune femme qui joue dedans, allez hop hop hop, là je crois que c'est l'heure de sortir mes petites notes, enfin de vérifier, parce que ce film mérite qu'on mentionne des choses. Voilà, c'est Lily Gladstone qui pour moi est la meilleure actrice du film, et je pense que c'est elle qui va gagner l'Oscar de la meilleure actrice de 2024, je crois, parce que déjà l'actrice est incroyable. Je vais dire un truc méchant, mais pour moi ce n'est pas méchant. Enfin, c'est juste une façon de préciser que le film a été travaillé. Mais ce n'est pas un mannequin, voilà, ce n'est pas un modèle de beauté, on va dire. Elle est pas moche, hein, y a pas de problème, hein, mais c'est juste que c'est pas, voilà, c'est pas un mannequin, quoi. C'est pas méchant de dire ça, quoi. Mais rien que pour ça, enfin, je veux dire, elle a été choisie vraiment que pour le talent. Elle est parfaite, et en plus, elle n'est pas blanche, donc ça marque des points supplémentaires aux Oscars. Et je dis pas ça parce que je suis frustré, je dis ça parce que c'est la vérité. Voilà, les Oscars imposent des quotas. Là, ils vont s'en donner à cœur joie, et je pense que Scorsese a prévu son coup. Il se dit bon je vais faire ce film-là pour cette occasion. Comme ça me laisse une chance d'avoir un bel Oscar. Enfin, je pense que ce film va être noyé d'Oscars. Je pense pas que DiCaprio va être récompensé parce qu'il n'a pas, enfin sa performance a été correcte, mais ce n'est pas celle que je retiens le plus par rapport aux autres films précédents, notamment le Loup de Wall Street. Mais à part ça, le film est vraiment très très bon. Après, je suis d'accord pour dire que c'est trop long. Et ce n'est pas, le rythme, ce n'est pas le seul problème. En fait, le vrai problème, c'est que tu sais comment le film va avancer. Dès le démarrage, tu sais comment ça va se goupiller. Et au bout d'1h30, je crois, enfin quand t'arrives à un peu plus de la moitié, ah oui, parce que le film dure 3h30 en plus, c'est extrêmement long. Donc ouais, non, quoi. Quand t'arrives au bout d'1h45, eh bien, tu commences à comprendre les ficelles. T'as compris où le film t'emmène. Et ça devient un petit peu plus redondant, t'as envie que ça s'arrête. Mais heureusement, le film se renouvelle encore sur la dernière partie avec le procès. Et voilà, c'est pas comme Oppenheimer, parce que Oppenheimer, c'est vraiment... avec la musique qui fait... Et toi, t'es là, mais... Stop, je veux respirer. Et là, pour le coup, Killers of the Flower Moon, on respire. Voilà, on respire vraiment. C'est un film vivant, immersif. T'as envie d'y croire. Et d'ailleurs, t'as envie d'y croire, t'es obligé parce que ça a existé d'ailleurs. Donc voilà, et oui, parce que il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est woke tout ça. Oui et non, parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo dédiée à ça, dans ce film, tous les blancs ne sont pas des connards, et il y a un combat de blancs contre d'autres blancs qui se fait par rapport à une idéologie, et donc clairement, on nous montre la cruauté de cette époque qui doit être montrée. On la montre souvent, mais c'est vrai que pendant des années, ça a été souvent sur Black Lives Matter, c'est tout le bordel, même les femmes, tout ça, voilà. Pour une fois, on nous met un peu plus en avant l'histoire sur les Indiens, comment ça s'appelle ? Ah oui, là, c'est la tribu des Osages. Donc oui, voilà, ça fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Ce film, c'est un petit plaisir. Je pense que je le reverrai même. J'avoue que c'est très long. Je ne peux que vous le recommander, mais je vous préviens, évidemment, c'est très long et le film aurait pu être un peu mieux. Il n'y a pas de doute. Mais il mérite sa place dans le top 1 de cette liste. Et voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour la partie 2, centrée sur le top flop 2023. Et je sens que vous aimez le sang. Je sens que vous allez kiffer. Évidemment, vous n'allez pas être tous d'accord. Je vais faire des mentions. Vous allez faire quoi ? Enfin, vous allez sursauter parfois. Voilà, il y aura du suspense, des tensions, de l'action. Vous allez kiffer. Donc voilà, là pour l'instant, il faut que je prépare cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez des films à me conseiller que j'ai ratés, parce que j'en ai raté plein, des films, même des séries, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous avez vos avis à vous, n'hésitez pas à me faire vos tops dans les commentaires. Voilà, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots
qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.